Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire qui va être consacré à la vente et notamment à vendre mieux pour vendre plus, autrement dit de la vente orientée client. Donc je vais laisser quelques secondes le temps que les gens arrivent. Je vois que ça monte effectivement en termes de participants. Donc je vais attendre 30 secondes. Alors comme vous voyez, le décor est pas terrible parce que justement je me suis fait mettre dehors de la salle à côté où mes collègues sont en train de vendre justement pour un de nos clients. Donc voilà, je vais pouvoir commencer. Je vois qu'effectivement, le nombre de participants est pas mal monté. Donc voilà, c'était juste pour vous saluer, mais le but, c'est quand même d'être là pour la vente. Donc je vais très rapidement partager mon écran pour pouvoir partir tout de suite dans notre webinaire qui est donc consacré à la vente orientée client et plus précisément vendre mieux pour vendre plus. Donc comment allier orientation client et performance commerciale. Concrètement, donc, peut-être certains nous connaissent pas, hein, donc Altamedia, j'ai créé Altamedia il y a maintenant 18 ans. Heu, c'est une société globale, conseil en relations clients où on fait à la fois des formations, des enquêtes et des accompagnements. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous souhaitez connaître la qualité de votre relation client, eh bien, on peut vous aider, en analysant des interactions clients réelles. On le fait par exemple pour La Redoute avec leur service client. Nous faisons également des clients mystères, donc notamment pour les TPG, où on va vérifier la qualité d'accueil de leurs revendeurs. Et puis enfin, les enquêtes de satisfaction, typiquement, en ce moment, vous pouvez trouver nos collègues dans les trains du Léman Express, puisque ce sont eux qui vous donnent, et elles, qui vous donnent soit des QR codes, soit des formulaires papier, ça existe encore, oui, oui, pour faire les enquêtes. Ensuite, si vous souhaitez améliorer votre relation client, on a pas mal de formations et d'accompagnement sur tout ce qui est service client, qualité de l'accueil. Et enfin, si vous souhaitez avoir plus de clients, ce qui est visiblement votre cas si vous vous intéressez à la vente, il y a effectivement des formations, des accompagnements sur la vente, pas mal de missions de conseil aussi sur les stratégies commerciales, le plan d'action commercial et depuis 6 ans maintenant, une activité très spécifique d'émission d'appel, c'est-à-dire pour des sociétés ou des organisations qui ne souhaitent pas faire appel à un call center, mais qui ont besoin quand même de faire des appels sortants. Et on travaille notamment dans ce cadre pour Euromaster, typiquement, que l'on vient de signer, où on travaille toute la clientèle de 20 véhicules et moins. Voilà. Pour entrer dans le vif du sujet, d'abord une petite introduction sur la mauvaise image de la vente. Hein. Malheureusement, et peut-être encore plus en Suisse, la vente, c'est un peu cette image-là, hein. C'est le gars qui se frotte les mains, qui va nous avoir et d'ailleurs, il y a cette phrase, hein: «On s'est bien fait avoir» et c'est vrai qu'on part de très loin quand même parce que, déjà le terme latin, hein, d'où est originaire le mot vendre, c'est quand même trafiquer, faire valoir, vanter, louer, recommander et si vous regardez même à la 3e ligne du Larousse ou du Robert, hein, je veux dire Robert puisqu'on est partenaire du Robert quand même, c'est trahir, révéler un secret par intérêt. Il vendrait père et mère, Judas qui a vendu Jésus, vendre sa patrie, et cetera. Donc il y a quand même une notion de trahison et quelque chose qui est de l'ordre, en tout cas pas du conseil, ça c'est certain. Et c'est vrai que, qu'on le veuille ou pas, que ce soit conscient ou pas, il y a quand même cette image qui fait qu'on part de loin. Hem, Durant ces 25 minutes à peu près, hem, oui, alors la mauvaise image aussi de la vente chez ceux qui doivent vendre, hein, et ça c'est assez terrible. C'est que des fois je tombe moi sur des vendeurs en formation qui me disent eux-mêmes: «Ah non mais attends, moi jusque-là je travaillais dans un service client, je devais les aider les clients et puis maintenant je vais devoir les planter». Alors, non, tu vas pas devoir les planter, tu vas juste devoir répondre à leurs besoins et donc leur proposer des choses supplémentaires et c'est vrai que dans les formations, on pense souvent qu'il faut travailler sur les techniques de vente alors que finalement, on travaille plus sur l'état d'esprit et les préjugés avant même les techniques. Et c'est vrai que, hem, c'est un peu le bon effet de la crise, hein, pour le coup. C'est que certains vont être obligés de se mettre à la vente et puis aussi parce que le développement des bots, dans les services clients notamment, fait que, toutes les questions les plus simples seront traitées par des robots et que, l'être humain, il traitera les situations difficiles, donc de l'émotion finalement et puis la proactivité, c'est-à-dire comment rebondir. On entre maintenant directement dans, le vif du sujet avec les 3 grandes parties que je vais développer aujourd'hui, dans un laps de temps très court puisque, je finirai, entre 13h25 et 13h30 pour laisser de la place pour les questions. Je précise que les questions, vous avez un petit encart sur la droite où vous voyez écrit, questions-réponses et puis, j'essaierai alors soit j'essaie de revenir de temps en temps et d'y répondre au fur et à mesure, soit au pire des cas, je les traiterai à la fin
Et sinon, on peut toujours aussi, en face à face ou au téléphone ou en visio, aussi discuter sur des problématiques plus spécifiques. Mais d'abord, pour pouvoir bien vendre, il faut bien se connaître. Et bizarrement, l'ADN d'une société, c'est pas toujours le cas. Des fois, il m'arrive de connaître des gens qui me disent: «Oui, je vends tel ou tel produit». Je dis: «Oui, OK, mais alors comment tu te définirais?» Et ils ont beaucoup de mal à savoir. Il y a 3 grands domaines qu'il faut bien maîtriser avant de se lancer dans le conseil. D'abord, quelle est l'histoire de votre entreprise et celle de ses fondateurs? Alors bien sûr, le storytelling est à la mode, donc on va vous dire: «Oui, c'est ça le storytelling». Alors oui, le storytelling pour autant qu'il soit vrai, hein. Bien sûr, il ne s'agit pas de raconter une histoire. On n'a pas tous créé notre entreprise dans un garage, ce n'est pas vrai. Par contre, il y a des jolies histoires et c'est vrai que, moi, par exemple, 2 des plus gros clients avec qui je travaille toujours depuis 15 ans, c'est vrai que je les ai suite à une erreur, de lieu. C'est-à-dire que je suis une fois allé à Sion alors qu'il fallait à Berne pour un de mes clients, opérateur télécom, et puis une autre fois pour un assureur maladie. Alors là, j'aurais dû aller à Sion, pour le coup, j'étais allé à Martigny, hein, pensant que le siège, et ce qui est le cas, le siège est là-bas. Mais finalement, on en a bien rigolé, on en rigole encore, et donc c'est une histoire que je peux de temps en temps raconter et qu'on se raconte en tout cas ensemble encore. Ça peut être pas mal. Quelles sont vos valeurs et vos visions? Alors là aussi, c'est pas la mode, hein, je comprends qu'il y a beaucoup de livres et de choses qui sont écrites notamment sur LinkedIn sur les valeurs, mais sans, faire quelque chose qui ressemble à une multinationale de 50 000 personnes, vous avez quand même des valeurs et ça vaut la peine quand même de savoir vers où vous voulez aller. Et puis enfin, vos objectifs. Et les objectifs, ce ne sont pas seulement les objectifs commerciaux, c'est aussi les objectifs: est-ce que je veux devenir une référence en matière de, ou au contraire, je veux démocratiser tel ou tel produit, tel ou tel service, ou je veux être perçu comme l'expert dans le domaine X ou Y. Et ça, c'est très, très important. Et pour le coup, il y a un bouquin que je vais vous recommander, qui est pas tout neuf, hein, mais pour moi, c'est vraiment le must. C'est Start with Why. Il doit exister en français, probablement par commencer par pourquoi, je pense. Hem, alors, beaucoup de gens connaissent Simon Sinek, ou moi je dis Simon Sinek, on va le dire à la française, hein, dans les 2 cas. J'ai pas été toujours fan de tous ses bouquins, je dois bien le dire. Même si c'est bien vu de bien aimer, Simon Sinek, mais le Start with Why, c'est vrai qu'il a vraiment changé ma perception, en tout cas du monde de l'entreprise, et c'est pas évident. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps, hein, dans le cadre d'une entreprise, d'entrepreneur organisation, pardon, qui est une association d'entrepreneurs, dont j'ai fait partie. On travaillait beaucoup sur le why, et c'est évidemment pas, pourquoi tu fais cette entreprise pour faire de l'argent ou pour être premier, mais c'est au niveau de la valeur, justement des valeurs que vous défendez, et c'est pas toujours évident de trouver ça rapidement sur une phrase. Moi, il y en a une qui m'avait frappé, dans le cadre de Swiss Marketing Vaud. Il y avait une conférence de quelqu'un, ancien patron d'une grande agence publicitaire, qui s'était lancé dans les fromages, et les fromages Mauerhofer. Alors désolé pour, hein, s'il y a des Suisses allemands dans la salle, je ne maîtrise pas bien ce langage, et je trouvais son why magnifique, c'était: «Aider à préserver l'héritage du fromage traditionnel en Suisse». Alors déjà, là, on voit la valeur, hein, c'est une phrase et on défend la valeur. Ça lui a permis aussi de se dire, quand à un moment donné, des Marseillais lui ont proposé de défendre, copier-coller un petit peu le modèle en en défendant des fromages de la région de Marseille. Sur le coup, il était tout excité avec son associé, et puis dans le train qui le ramenait en Suisse, ils ont discuté avec son associé en disant: «Mais est-ce que ça répond vraiment à notre why?» «Bah non, notre why, c'est aider à préserver l'héritage du fromage traditionnel en Suisse». Donc ça n'y répond pas. Donc soit on fait une autre entreprise, on l'aide, mais en tout cas, on ne le fera pas dans le cadre de cette société-là. Et ça, je trouve ça vraiment assez génial de se dire qu'avec un bon why, on arrive vraiment à faire des choses. Ensuite, dans l'ADN, il y a votre promesse de marque. Alors ça, c'est un exemple, hein, qui est assez utilisé. On pourrait travailler ça en atelier d'ailleurs. Je préviens, hein, je précise plutôt, mais je vous préviens aussi, que vous recevrez par défaut, tous les participants recevront cette présentation, ce qui fait que vous pourrez travailler au calme sur ce sujet-là. Hem, Concrètement, c'est répondre à ces questions-là. Qu'est-ce qui vous différencie? Est-ce que c'est mesurable? Est-ce que ça répond à un vrai besoin client? Je suis assez étonné, moi, de voir des gens qui se lancent et qui n'ont fait aucune étude sur le besoin du client. Attention, hein, je ne parle pas de se lancer dans une étude de marché incroyable, coûte cher, mais au moins aller voir, voilà, 5-6 personnes que vous connaissez qui visiblement sont dans votre cible, et de voir s'il y a un intérêt ou pas. Peut-être que votre produit et votre service est super, mais vous êtes juste pas time to market, et que, enfin, donc êtes là au bon moment, hein, au bon endroit avec le bon produit et le bon service, et que donc ça ne marchera pas.
Nous, on utilise une autre méthode chez Altamedia, qui est assez proche, c'est celle de l'obélisque. Je trouve assez joli de se dire que le socle finalement de l'obélisque, c'est un peu l'ensemble de nos prestations. Et puis au fur et à mesure, vous montez jusqu'au pyramidion. Le pyramidion, c'est le petit truc qui est tout en haut, euh, justement de l'obélisque. Et c'est finalement, c'est une phrase. Comment vous définissez en une phrase? Et ça, c'est en plus super utile pour le pitch, puisque ben, quand vous devez pitcher devant quelqu'un en disant, OK, tu fais quoi toi dans la vie? Bah, le pitch, c'est quand même essentiel. Donc tout ça pour dire qu'avant de se lancer dans la vente, ben, il faut bien se connaître. Et pas forcément bien connaître tous ces produits, tous ces services. Ça, je sais que ça pourrait lancer des polémiques. Aujourd'hui, c'est le jour officiel, hein, c'est le baccalauréat de philosophie aujourd'hui. J'ai eu des discussions très animées avec certains confrères, formateurs et consultants dans la vente sur ce sujet. Moi, je pense qu'un bon vendeur, franchement, OK, il doit connaître un peu ses produits et ses services, mais s'il connaît surtout bien ses clients et les valeurs de l'entreprise, déjà, c'est pas mal du tout. Bon, évidemment, vous avez le top, c'est qui connaît l'ensemble. Donc tout ça pour dire qu'avant de se lancer sur les techniques ou même les clients, eh bien, il faut d'abord savoir d'où on vient et qui on est. Donc ça, c'était l'ADN. Maintenant, on va s'intéresser aux clients. Les clients, bah oui, connaître ses clients, euh, ça peut être la segmentation traditionnelle, hein, je dirais, le secteur d'activité, les localisations. Là aussi, ça peut vous sembler surprenant, et moi, je suis toujours surpris de la méconnaissance de leurs clients de la part de certains de nos clients, justement, qui ont une approche très produit et qui n'ont des fois même pas de CRM. C'est-à-dire qu'ils savent qu'un imprimeur, par exemple, sait qu'il a fait une plaquette, qu'il a fait un roll-up pour un stand, etc. Mais quand je dis, OK, mais ce client-là, qu'est-ce qu'il a fait depuis 3 ans chez toi? Eh bien, beaucoup de sociétés ne savent pas ressortir ces données-là et donc n'ont pas une vision chiffre d'affaires par client, mais vraiment une vision chiffre d'affaires par produit, ce qui est assez surprenant. Depuis quand est-ce qu'ils sont clients? Quel est le chiffre d'affaires généré et sur quel produit? Est-ce qu'il est rentable? Parce que là aussi, je vois des fois des boîtes qui se lancent de conseils ou de services, notamment web design et autres, qui sont ravis d'avoir signé avec une grande multinationale, qu'elle soit suisse ou internationale d'ailleurs. Et quand on commence à calculer, ils se rendent compte que, OK, c'était peut-être intéressant pour le nom et pour aller chercher des PME. Et je dis pas que c'est inintéressant, ça peut être une stratégie. Mais par contre, la rentabilité sur ces clients-là est faible, voire nulle. Et si on en est conscient, c'est OK pour moi, de se dire: «OK, je vais aller chercher, Nestlé, Procter ou d'autres, Philip Morris et je vais travailler pour eux». Mais à ce moment-là, il faut que ce soit vraiment inscrit dans une stratégie et que ce soit pour rassurer des PME qui ont peut-être des besoins de sécurité et qui vont se dire: «Ah, mais s'il a fait le site de Nespresso, c'est qu'il est sérieux» et là, OK, vous allez pouvoir vendre 50 sites à des petites PME de 200-300 employés et c'est là où vous allez faire votre marge, hein. Je ne dis pas que chaque client doit avoir de la marge, mais il faut en tout cas que ça s'inscrive dans une stratégie. Et puis alors là, je dirais que c'est encore pire, hein, évidemment. Je pense que 9 entreprises sur 10 que l'on croise n'ont aucune idée de ce que pensent les clients d'eux. On est même intervenu, parfois pour des entreprises qui avaient peur de lancer des enquêtes en se disant: «Écoutez, pour l'instant, on ne sait pas trop, mais les avis Google, ça va à peu près et puis finalement, moi je pense que mon patron, s'il commence à voir, ce que pensent les clients de nous, ça va être compliqué». Donc ça, évidemment, c'est une erreur, hein, puisque, c'est surtout un moyen de s'améliorer et une phrase qui traîne beaucoup sur les réseaux sociaux, on ne sait pas trop à qui l'attribuer. Mais en tout cas, il est clair qu'il est très difficile de s'améliorer sans se mesurer et se mesurer, c'est, connaître aussi les avis des clients, la satisfaction, les attentes, ne serait-ce même que d'aller voir aussi, hein, les avis Google, ça peut être intéressant. Alors comment est-ce qu'on peut mieux connaître ses clients? Il y a plusieurs phases. Ça peut être lors d'interviews et d'entretiens, ça peut être les enquêtes de satisfaction, toutes les interactions avec le service client. Je suis des fois surpris de voir des sociétés avec qui on discute, qui veulent lancer, une grande enquête satis auprès de dizaines de milliers de clients, alors qu'ils ont, 5 000 contacts par jour et qu'il suffirait de poser une petite question à la fin ou justement de faire une enquête à chaud pour avoir déjà un retour qui serait très, très intéressant. Il y a ce qu'on dit de vous évidemment, à ce qu'on appelle le VOC, le Voice of Customer ou la voix du client. Donc tout ce qu'on dit de vous et de votre marque sur les réseaux sociaux, si, vous êtes une entreprise déjà existante évidemment. Et puis la veille concurrentielle aussi, hein, tout ce qui est intelligence compétitive pour voir, ce qui se passe et finalement si vos clients sont justement clients de concurrents que vous connaissez déjà. Alors il y a plusieurs manières de le faire. Là, c'est un moyen que j'avais découvert chez IO, mais qu'on a vu ailleurs aussi. Je trouve très intéressant de se poser la question du client idéal. Alors ça, il y a plein de méthodes qui le font. Là, ce qu'on avait fait d'assez sympathique avec IO, donc entrepreneur organisation, c'était de se poser la question aussi de la personne avec qui on travaille au sein de ses clients.
Et pour moi, c'était super intéressant parce que je m'étais rendu compte que, OK, oui, on travaille plutôt avec, même si on travaille aussi avec des petites entreprises, mais notre client idéal, c'est quand même plutôt une entreprise de plus de 1000 salariés qui a, le centre de décision en Suisse romande et qui a beaucoup, beaucoup d'interactions clients. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec pas mal de sociétés de type Groupe Mutuel, Elzana, Swisscom ou d'autres. Ça peut être ce type-là. Mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est de se dire: «Tiens, parmi les responsables clients avec qui je travaille finalement, ce sont beaucoup de gens qui aiment, l'humour, qui aiment bien manger, qui aiment partager des repas, pas mal qui aiment le rock aussi, je dois avouer que c'est mon cas et finalement, on s'aperçoit que ce sont des gens avec qui on a envie de travailler. Donc bien sûr, il peut y avoir une approche, traditionnelle, segmentation comme c'est écrit ici, mais ça peut être aussi, non pas 5 clients idéaux en termes d'entreprise, mais quels sont vos 5 clients idéaux en termes de personnes? Vous allez vous rendre compte que, souvent, il y a des points communs quand même. Alors est-ce que c'est un hasard? Je ne le pense pas, mais ça peut vous aider surtout ensuite à passer à l'étape suivante qui est de se dire, «J'ai besoin de clients et de prospects qui leur ressemblent». Bon, il y a évidemment, partir des besoins du client et dans ce sens, la méthode, d'Alex, Osterwalder et de son collègue dont j'oublie toujours le nom, c'est bizarre d'ailleurs, mais peuvent être très utiles et puis évidemment, il y a des besoins et certains sont plus marketing que vente, ça c'est clair. Mais honnêtement pour nous, est-ce que ça a encore du sens de séparer marketing et vente? Franchement, nous on est une petite boîte, on est 8. Est-ce que ça a du sens de se dire: «Est-ce que là tu es en train de faire du marketing? Est-ce que tu es en train de faire de la vente?» Voilà et quelle que soit la taille de votre entreprise, alors bien sûr, il y a encore des silos dans les grandes entreprises et on le voit chez nos clients, mais si on mettait, un peu à l'anglo-saxonne une direction relation client, tout ça serait chapeauté finalement, hein, par la direction relation client. Parce que finalement, c'est le client qui est au centre et tous les services autour, que ce soit marketing, vente, relations clients ou autres, ils doivent servir le client. Et puis enfin, il y a des méthodes comme notamment, tout ce qui est expérience client et avant de se lancer dans le parcours, c'est s'intéresser au persona. C'est-à-dire qu'un persona, c'est quoi finalement? C'est une représentation d'un client type. Certains parlent aussi de clients idéaux, hein, comme on l'a vu tout à l'heure et nous, dans le cadre de notre CX Workshop, qui est donc l'atelier expérience client, on se rend compte que, là aussi, les gens connaissent pas forcément bien leur persona. Alors évidemment, le défaut un petit peu du persona, c'est qu'on risque d'aller sur des stéréotypes. C'est-à-dire que, ah oui, on a, le client comme ci, comme ça et parce qu'il a fait partie de telle boîte, ils sont très exigeants, ils sont toujours 5 à décider, voilà. Bon, OK, ça peut exister. Le gros intérêt de faire un persona, c'est surtout que derrière, quand vous allez réfléchir au parcours client, quand moi j'ai Bernard, 62 ans, qui réfléchit avec, sa mentalité de Bernard, 62 ans, je lui dis: «Attention, rappelle-toi que là, tu es à la place de Julie Heger qui a 29 ans» et le fait de se replonger dans ce persona où on est allé très loin en disant que ses marques préférées c'était Milka, Dove, H&M et Canon ou, que le week-end elle aime aller danser et partir en week-end à Ibiza ou à Alicante, grâce à EasyJet, et faire le ménage aussi, avec son ami, c'est vrai que ça peut aider aussi à plus se mettre dans la peau du client. Bon ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait développer dans le cadre d'un autre webinaire, mais, toujours est-il que, voilà, une fois que, vous êtes passé par, bien vous connaître vous-même, donc savoir votre ADN, bien connaître vos clients et donc vos clients types, vos meilleurs clients pour aussi déterminer quels sont vos meilleurs prospects, là, vous allez pouvoir, observer le retour du conseil. Mais une fois de plus, si vous vous lancez directement dans les techniques de vente pure, par exemple, nous, on a une activité d'émission d'appel. Je suis extrêmement surpris de voir les gens qui nous contactent et qu'on leur dit: «OK, mais alors vous voudriez qu'on appelle qui? Quel type d'entreprise?» «Ah, mais un peu tout le monde aurait besoin de ça». Je dis: «Non, OK, peut-être qu'un peu tout le monde a besoin de ça, mais c'est qui sont vos meilleurs clients? Comment ça se passe? Ou qui vous aimeriez avoir comme client aussi, hein?» On peut même aller là-dessus et si on saute ces étapes-là, ça va être très, très difficile. Par contre, je vais donner la version positive. Si vous avez pris du temps pour bien connaître votre ADN, peut-être le définir si vous ne l'avez pas encore fait. C'est pas grave, hein, ça peut se faire assez rapidement. Bien connaître vos clients ou mieux les connaître en tout cas et la phase de conseil va être grandement facilitée. Et la chance qu'on a depuis quelques années, c'est qu'on observe justement le retour du conseil, c'est-à-dire que la «vente à la papa» entre guillemets, avec des phrases ridicules comme, «Il est tellement bon vendeur qu'il vendrait des glaçons à des esquimaux», moi ça me met hors de moi. Je me suis clashé une fois sur LinkedIn avec un soi-disant spécialiste. Je disais: «Franchement, si vous assimilez un bon vendeur à un menteur et à quelqu'un qui trahit ses clients, bon, je pense qu'on n'a pas tout à fait la même vision. Pour moi, un bon vendeur, c'est il vendrait des glaçons là où il fait très chaud. Donc s'il a trouvé un moyen de garder les glaçons frais en plein Sahara,
il va en vendre des tonnes et il va les vendre très cher. Et je pense qu'il est plus intelligent que, et c'est pour moi un meilleur vendeur parce que c'est un meilleur conseiller. Il répond à des besoins que quelqu'un qui va vendre des glaçons à un esquimau. Mais ça, voilà, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, hein, et donc de le mettre dans les questions. Parce que même si ça s'appelle question, vous pouvez aussi mettre des remarques, hein, évidemment, auxquelles je répondrai tout à l'heure. Mais d'abord, il faut définir sa stratégie de relation client. C'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît son ADN et qu'on connaît ses clients, ben, ça va être beaucoup plus facile de dire, OK, je vais fidéliser mes meilleurs clients. Et qu'est-ce que je vais mettre en face de ça? Je vais développer ceux qui peuvent l'être. Là, je vous rends attentif à ça. C'est peut-être un mini truc et astuce. Euh, les meilleurs clients et le développement de chiffre d'affaires le plus facile que vous pouvez faire demain, la semaine prochaine, dans un mois, cet été, c'est d'abord d'aller dire à vos clients existants tout ce que vous savez faire et tout ce que vous pouvez faire pour eux. Je suis extrêmement surpris de voir au bout de 18 ans avec Altamedia qu'il y a des clients avec qui on travaille depuis 15 ans et qui ne savent toujours pas tout ce qu'on fait. Parce qu'évidemment, dans leur tête, s'ils ont fait appel à nous pour des formations ventes, ils pensent absolument pas aux enquêtes et vice-versa. Et le simple fait de voir régulièrement vos clients et de glisser dans la conversation ce que vous faites en ce moment, dans quel domaine, etc., mais ça vous amène régulièrement des offres supplémentaires et donc des contrats supplémentaires. Donc développez vos clients déjà existants et puis ensuite trouver des prospects qui leur ressemblent. Et une fois de plus, comme j'ai dit tout à l'heure, pas seulement en termes de caractéristiques, mais aussi en termes de comportement. Est-ce que vous préférez travailler avec des gens avec qui vous avez la boule au ventre d'aller au bureau tous les matins en vous disant ah, il va encore m'appeler pour savoir si j'ai mis une virgule sur le document PowerPoint ou si les chiffres, hein, ou avec quelqu'un avec qui j'ai quasiment envie de partir en vacances. Ce qui est mon cas, hein, en l'occurrence. Moi, j'ai pas mal de clients. Bon, je pense que je tutoie 99% de mes clients et que la plupart, effectivement, on adore se retrouver au restaurant. Bon, ça coûte cher après en fitness, mais ça, c'est un autre problème. Et puis, mais pourquoi pas même faire des choses personnelles. Alors, je le comprends aussi, hein, les gens qui veulent vraiment partager les deux. Moi, franchement, si je peux être heureux dans mon métier et avoir des clients avec qui j'ai envie de faire autre chose que simplement travailler, et pourquoi pas juste prendre du bon temps dans un bon restaurant, pourquoi pas. Et puis, peut-être juste, hein, pour revenir ici sur trouver des prospects qui leur ressemblent, là aussi, il y a beaucoup de choses à travailler sur la recommandation. L'art de la recommandation, poser la bonne question au bon moment, ça pourrait être un sujet entier à part de il y a plein de gens qui pensent que la recommandation, c'est, «Tiens, ouais, alors si vous êtes content de nos services, n'hésitez pas à le dire autour de vous». Ça vous ramènera jamais rien. Par contre, dire, voilà, vous qui êtes content du site web que je viens de vous faire, est-ce que vous avez autour de vous d'autres entrepreneurs, pareil, qui sont seuls et qui ont besoin d'améliorer leur communication digitale? Et là, vous avez très, très souvent une réponse et donc vous avez une vraie recommandation à mettre en œuvre. Et ensuite, justement, il faut mettre en œuvre une politique commerciale globale. Donc on définit des cibles, prioritaires et secondaires. On utilise des canaux et des supports qui sont efficients. Bon, honnêtement, le plus souvent aujourd'hui, on n'est plus dans les années 90 où on calculait chaque canal. Alors oui, il y en a qui le font encore, hein, évidemment, mais aujourd'hui, franchement, un client qui achète à la Fnac, la Fnac n'a aucune idée de quel a été son parcours global. Ce qu'on sait, c'est à quel endroit il achète à la fin, mais est-ce que le gars est d'abord allé sur le site internet, passé à Alexer, et puis finalement il est revenu encore sur le site internet, il est peut-être même allé à Annecy le week-end, puis finalement il rachète encore la semaine d'après à Lausanne, au Flon. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué. Ce qui est certain, et ce que nous on observe à la fois pour nous, Altamedia directement, et pour nos clients, c'est que c'est l'omnicanal qui marche bien. Ça, c'est certain. Et puis, mesurer évidemment tout ce qui peut l'être. Je fais un petit passage par les questions. Je vois Pierre-Jean de Third Brain qui me pose une question. Faut-il s'éloigner, éviter des clients venant de recommandations réseau proches, souvent utiles pour démarrer, mais devenant peu à peu chronophages? Alors, pour te répondre concrètement, alors je le tutoie parce que je connais Pierre-Jean, hein, il faut t'éloigner, oui, des clients chronophages, que ce soit des amis ou pas du départ. Et même si c'était une grosse boîte qui t'a aidé à avoir une belle référence au départ, il faut peu à peu s'en distancer. Et plus largement, il faut se débarrasser de vos mauvais clients. Alors c'est un peu violent comme phrase, je dois avouer, mais dans chaque société où on intervient, il y a des clients qui vous coûtent de l'argent, que ce soit en termes de temps investi ou de réputation ou d'anxiété dans vos équipes, parce que les gens ont toujours peur qu'ils appellent 10 fois par jour pour poser telle ou telle question. Il y a des clients non rentables, ça c'est clair. Hein, donc il faut effectivement les éviter. Euh,
Mais une fois de plus, hein, comme tu le soulignes, ils peuvent avoir une utilité à un moment du cycle de vie de ta société. Ça, c'est tout à fait possible. Si je reviens sur la présentation, on voit que c'est le retour aussi de la vente orientée client. Alors ça, évidemment, la vente orientée client, elle est uniquement possible s'il y a une bonne phase d'écoute. Donc là, je me situe vraiment dans la phase, hein, on était un peu au niveau stratégique, hein, on va dire avant, ou tactique. Là, on va être vraiment au niveau opérationnel et vraiment vente face à face, par exemple. Et la vente orientée client, donc effectivement, c'est uniquement une bonne phase d'écoute qui va nous permettre d'argumenter en bénéfice client et puis de faire des ventes complètes plutôt que des ventes complémentaires. Donc je vais vous détailler tout ça. Et puis, alors, comme diraient les gourous des réseaux sociaux, il y a 2 secrets, hein, que je vais ajouter aussi. C'est, c'est si j'écoute totalement, honnêtement, pas besoin de faire, du mauvais upselling ou du mauvais cross-selling, puisque notamment la notion de vente, complémentaire, n'a plus de sens et c'est la vente complète, hein, c'est dans ce sens-là. Alors d'abord, investir du temps dans l'analyse. Alors j'ai beaucoup appris moi avec mes collègues suisses allemands, le Ist et le Soll, hein, c'est, quel est l'état actuel et quel sera, l'état ensuite. Moi j'ai beaucoup appris ça avec Interio notamment qui est un de nos gros clients à une époque et ça marchait bien d'ailleurs après les formations, le magasin des toits notamment a bien rebondi, c'était pas le cas partout. Mais c'est aussi d'oser poser les bonnes questions, et pour ça, on peut se préparer les bonnes questions. Très souvent, les questions, elles sont liées à l'utilisation du produit ou du service ou à l'environnement dans lequel votre client va l'utiliser. Euh, et alors là, je parle aussi bien de chocolat que de meubles, que de services intangibles comme des assurances. C'est super intéressant de trouver ces 3, 4 questions d'entrée de jeu, questions découvertes, qui peuvent vous aider vraiment à mieux connaître le client. Et ça vaut la peine de passer du temps avec vos équipes, de se dire, OK, quelles sont les questions qu'on peut poser qui nous amènent vraiment quelque chose? Hein, je ne parle pas de la question, vous connaissez déjà notre entreprise, qui n'a aucun intérêt et que j'entends énormément sur les salons. Et là, j'espère que je l'entendrai pas au LEC en septembre sur notre stand, ça c'est sûr que non, mais j'espère que je l'entendrai pas ailleurs. Par contre, poser des questions de découverte intelligente, ça, c'est tout à fait possible et ça permet de découvrir pas mal de choses qui vont vous aider dans la phase justement d'argumentation. Alors, je prends souvent l'exemple du TGV parce que en formation, quand je demande aux gens, OK, alors si je vous dis TGV, quel est l'adjectif qui vous vient en tête? Et très souvent, les gens me disent, ah oui, rapide. Je fais, OK, rapide pourquoi? Ah, il va à 320 km/h. OK. Et quoi d'autre? Ah ben, un Genevois, il peut être à 4 heures, non, pardon, en 3 heures au cœur de Paris. Et après, je pose ça, et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes à 3 heures du cœur de Paris, a beaucoup plus d'importance pour la personne à qui vous adressez que la rapidité du train ou le fait qu'il roule à plus de 300 km/h. Et c'est ce qu'on appelle l'argumentation en bénéfice client. On n'est pas obligé de dire grâce à, parce que, mais si déjà on se concentre sur les bénéfices et d'arrêter de faire ce que font pas mal de vendeurs, c'est-à-dire de décrire les caractéristiques produits de tel ou tel produit ou service, justement, vous serez déjà nettement au-dessus de pas mal de sociétés que j'observe, ou bien simplement, hein, vous mettez-vous en place de clients, on est tous les clients de quelqu'un, je pense que ça vous arrive assez régulièrement d'avoir un vendeur d'ordinateur qui vous lit ce qu'il y a écrit sur l'écran, alors qu'en fait, a priori, on sait lire. Et donc, si c'est pour nous dire la même chose que ce qui est écrit à l'écran, c'est-à-dire qu'il y a 8 gigas, que nanana. Par contre, c'est un bon vendeur, et j'en ai eu déjà chez M Electronic, pour qui on ne travaille pas, je précise, donc je me sens très à l'aise de le dire, et qui nous dit alors qu'est-ce que vous faites exactement sur votre ordinateur? Donc, ici, phase de découverte, utilisation en l'occurrence du produit. Et comment vous l'utilisez? Surtout au bureau, surtout à la maison, donc environnement, chez moi, à la maison ou autre. Et à partir de là, alors vous qui me dites que vous utilisez votre ordinateur un peu partout, vous balayez tout le temps avec, que vous faites de la bureautique, mais aussi de l'infographie, nanana. Donc voilà, ça c'est le 17 pouces, il est assez grand pour l'infographie, c'est important. Et c'est le 17 pouces le plus léger que j'ai. Donc vous qui vous déplacez souvent, vous n'allez pas sentir le poids dans votre sac. C'est du bénéfice client. Voilà. Et là, il faut s'habituer à faire du vous et un verbe. Alors, il y a 2 petites astuces. C'est vous avec un verbe soit au présent, soit au futur proche. Hein, c'est ça qui fait vraiment la différence. Donc, le futur proche, c'est, parce que quelqu'un me pose la question, c'est quoi le futur proche? Il est réactif, hein. C'est finalement une sorte de dérivé de you're going to en anglais. C'est vous allez pouvoir. Avec cet ordinateur, vous allez pouvoir faire ceci, faire cela. Je me vois déjà, je me projette dans l'utilisation de votre produit ou de vos services. Ça, c'est top. C'est avec nous en tant que fiduciaire,
vous allez pouvoir travailler tranquille sur vos axes d'amélioration ou sur votre cœur de métier, pendant que nous, voilà. Si vous faites appel à Altacall, notre prestation d'émission d'appel, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre cœur de métier qui est la vente en face à face, etc. Et voilà, donc, une fois plus, hein, tout ça se travaille. Moi, j'ai 35 minutes maxi. Je vais terminer d'ailleurs pour laisser le temps aussi à 2-3 questions. Mais tout ça se travaille, ça peut prendre du temps. Mais je pense que l'été est une très très bonne période, comme décembre, mi-décembre, mi-janvier, pour se poser ces questions-là et repartir sur de bonnes bases et vraiment vous poser ces questions-là. Petite quand même feinte, j'ai un moment travaillé pour un chocolatier où mon collègue bernois avait trouvé une super technique de vente. C'est qu'il s'était inspiré des restaurants gastronomiques parce que nous, on trouvait dommage que quand quelqu'un disait mais elle est à quoi exactement là ce chocolat? Puis quand j'entendais les vendeuses dire au caramel, ben ouais, non, au caramel, ça vaut pas 1,50 franc. Par contre, dire, alors c'est une ganache caramel cerclée de lait suisse et surmontée d'une noisette grillée du Piémont, bah là, ça vaut même plus qu'1,50 franc. Et ça, voilà, ce sont des techniques qui sont un peu en dehors de ce qu'on a dit tout à l'heure sur le bénéfice client, mais même dans la démonstration produit, on peut faire des choses. Bon, ensuite, il y a d'autres techniques, hein, évidemment. Par exemple, si je reste dans le chocolat, il est évident que si vous proposez une boîte petite et une boîte moyenne, la grande majorité des gens, la loi de Pareto, hein, plus de 80 ou 80% des gens, si nous avons des amis vaudois dans la salle, vont choisir la petite. Par contre, si vous en proposez trois, une petite, une moyenne, une grande, 80% des gens, 80% des gens vont choisir la moyenne. Et c'est pareil pour les services. Donc ça, libre, je suis à votre disposition pour ceux qui vendent des services pour en discuter. J'ai connu quelqu'un qui conseillait les sociétés britanniques pour s'installer en Chine. À partir du moment où il a fait 3 packages, il a vendu 80%, voire 90% même, du package du milieu, alors qu'avant, il vendait que le plus petit package. Donc, il s'est créé un truc hyper premium que personne n'a jamais choisi, hein, mais simplement, ça lui a permis de faire ce qu'on appelle un ancrage dans la vente ou dans la psychologie de vente cognitive, hein, en général, et qui permet aux gens de se rabattre sur celui du milieu. Et donc, vous, ça vous permet de vendre plus le produit que vous voulez vendre. Donc là aussi, hein, j'ai pas mal d'exemples sur le sujet. Donc, à disposition pour en discuter. Alors, comme je vous le disais, hein, je vais faire comme les vrais gourous de digital ou autres. C'est voilà, on a deux petits trucs en plus, ce qui fait vraiment la différence. Et même si on parle de l'ADN, de mieux connaître ses clients et tout ça, mais ça ce sont deux choses qui font vraiment la différence. Et si vous pouvez repartir avec, ce sera toujours ça de gagner. C'est d'abord l'approche systématique. Même si vous êtes mauvais en émission d'appel, par exemple, le simple fait que vous en fassiez 2 heures par semaine, vous ferez de toute façon plus de résultats que quand vous n'en faisiez pas. Après, bien sûr, on pourra travailler sur la technique, hein, voilà. Mais ce qui est très très fort, c'est d'éviter les trous dans la raquette, comme on dit. Moi, je suis très étonné de voir pas de relance en B2B, notamment suite à une offre. Mais je le vois aussi en B2C, hein, avec une clientèle de particuliers sur des voitures, des cuisines. Un vendeur a pris 1 heure pour comprendre vos besoins et pourtant, il n'y a pas de, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de suivi, pardon. Et la dernière fois que j'ai fait des test drive, il y a deux concessions sur 5 qui m'ont rappelé simplement. Donc les 3 autres, je ne vais pas être assez intéressant pour elles, je ne sais pas. Et puis, deuxième petit truc qui fait la différence, c'est la qualité de la relation. Est-ce que l'orientation client est dans l'ADN de votre entreprise? Ça aide. Est-ce qu'il y a une bonne relation client à tous les niveaux de l'entreprise, c'est-à-dire y compris chez le livreur, chez le routier, hein, qui conduit d'une telle ou telle manière entre Genève et Lausanne? Être conscient que les collaborateurs sont des clients. J'ai donné ce matin, en collaboration avec Kiamo, une conférence sur l'expérience collaborateur. Pour moi, le collaborateur, c'est le deuxième client de l'entreprise, ou le premier, peu importe, hein. Il y a un bouquin qui est sorti il y a quelques années qui dit d'abord les collaborateurs, ensuite les clients. Et puis, Miles Hopwood, patron d'Intégral, qui est un de nos copains, justement, clients, il avait une formule que je trouvais très sympa qui était les clipins. C'est-à-dire, c'est les clients copains. Je trouve ça pas mal du tout. Dans les 50 secondes qui restent, donc merci beaucoup, hein, évidemment, je vous envoie tout ça. Ça passe beaucoup trop vite. Beaucoup de recruteurs se focalisent sur la connaissance des produits, pas sur le fait que ça sache faire une bonne analyse de besoin. Effectivement, pour moi, c'est aussi une forme de vente. Je dirais que d'une manière générale, hein, plus on part de soi et qu'on ne s'intéresse pas à l'autre, c'est toujours un problème. Qu'on parle de vente, qu'on parle d'être humain, qu'on parle de management aussi. Je pense que là, il y a un vrai souci. Alors que si on s'intéressait d'abord à l'autre, et dans les RH, d'ailleurs, les besoins du client, c'est aussi les besoins du recruteur. C'est-à-dire, est-ce que le RH s'est vraiment intéressé au directeur de la ligne pour savoir ce qu'il voulait? Donc, à disposition, Christophe, si vous voulez continuer. Moi, il me reste à vous remercier beaucoup.
pour votre présence et je suis vraiment à votre disposition pour échanger. Merci beaucoup d'être venu et je vous souhaite un bon jeudi, une belle fin de semaine. À bientôt. Salut.